parti. Bonjour chers amis, bonjour, heureuse de vous retrouver comme à l'habitude pour notre émission mensuelle. Donc, eh bien, nous allons essayer aujourd'hui de continuer l'exploration d'une problématique que nous avions avec mes 3 invités de la semaine du mois dernier, que nous avions commencé à explorer. Exploration que nous avons explorée. Et puis, nous aurons donc aujourd'hui 2 invités qui vont nous parler, pour une part, Madame Emmanuelle, que vous avez vue la dernière fois et vous l'avez beaucoup plébiscitée, donc c'est très heureux qu'elle revienne puisqu'elle a beaucoup de choses à nous dire. Et puis Madame Petitot, que vous connaissez pour certains, pour son activité militante autour de l'école d'éducation nationale et de la déportation de notre jeunesse. Alors, voilà, je vous souhaite de passer de bons moments. Mais avant, j'ai envie de vous dire une chose. À ceux et celles qui me reprochent de ne pas laisser assez parler les invités, je vous rappelle que je fais cette émission en tant que moi-même invitée. Je suis sociologue, pas journaliste et pas passeuse de parole. Si ce rôle-là ne vous convient pas, je suis désolée. Je ne pourrais pas faire autrement parce que je l'ai choisi comme ça. Et je voulais que mes plateaux soient animés, que nous soyons dans des discussions et des échanges. S'il y a des gens, par exemple pour Lasconi, vous avez beaucoup réclamé, mais Lasconi, c'est une personnalité internationale. Il y a énormément de vidéos sur lui et vous pouvez aller voir, chercher ailleurs des informations. Moi, j'avais invité Lasconi pour parler des égrégores. Et j'avoue que j'ai trouvé qu'il avait un peu de mal à théoriser cette question-là. Donc, j'ai parlé plus sur cette question-là que lui, mais il a eu son temps de parole et n'allez pas me dire que, voilà, vous êtes frustré comme ça. Toutes les paroles se valent-elles? Moi, je suis sociologue. J'essaye de faire que nous soyons dans l'abstraction, dans la théorisation. Nous sommes toujours dans une explication des faits matériels. Ça ne suffit pas pour comprendre une réalité. C'est pour cela que vous m'entendez intervenir. Et c'est pour cela que je fais cette émission. Donc, ceux que ça dérange et qui veulent quantifier les temps de parole, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire passer des messages, de faire passer des analyses que vous allez retenir. Si vous vous bloquez parce que vous pensez que, voilà, il y a une quantité de paroles à donner à chacun, non, on est dans une discussion. Ceux qui ont des arguments pour la thématique que j'aborde, eh bien, les donnent. Et mes invités peuvent m'interrompre et discuter. Nous sommes dans une discussion. Je vous rappelle, et je ne vais pas le répéter, je ne suis pas journaliste et pas passeuse de parole. Je fais cette émission pour que nous apprenions à théoriser. Et c'est ça mon rôle. Si vous pensez que ma parole, elle vaut toutes les autres, c'est que vous n'avez pas compris le rôle d'un sociologue, d'une personne qui analyse la société et qui théorise pour que nous prenions de la hauteur par rapport à ce que nous faisons ou que nous disons. Voilà. Donc, ceci dit, je représente donc sur ma droite Dany Emmanuelle. Bonjour Dany. Oui, bonjour Juliette. Bonjour Jacqueline. Bonjour chers téléspectateurs. Voilà, me voilà de retour parmi vous. Et je pense que notre petit débat, notre contribution individuelle à chacune va permettre de faire avancer les choses. Alors je comprends ce que Juliette dit, mais moi je me sens à l'aise parce que si je dois interrompre Juliette, je l'interromps pour dire ce que j'ai à dire. Voilà. Merci Dany. Vous avez compris, mes invités peuvent m'interrompre, ils peuvent même me dire arrêtez, c'est moi qui parle maintenant, qui prends la parole. Vous avez les schémas traditionnels des télés, les médias mainstream dans la tête. Moi, j'essaie de faire quelque chose de différent. Si vous voulez qu'on reproduise ici ce qui se fait dans les autres médias, ben, regardez les autres médias plutôt. Les passeurs de parole sont des journalistes. Moi, pas. Moi, je ne suis pas journaliste, ok? Voilà, alors je présente sur ma gauche ma deuxième invitée, c'est Madame Petitot. Oui, bonjour tous les téléspectateurs. Je suis très reconnaissante à Juliette de m'avoir invitée à cette émission Raison pratique et je suis absolument enchantée
de me retrouver aux côtés de Dani Emmanuel, pour qui j'ai la plus grande estime. Et j'avais suivi la dernière émission, donc l'émission du mois dernier, avec donc Dani et Milka, Milka Valentin et Mireille Pierre-Louis, encore deux femmes. Voilà, encore deux femmes pour qui j'ai une extrême estime. Et soit dit en passant, j'avais eu l'occasion d'avoir des échanges avec Mireille Pierre-Louis et qui avait transmis l'article en question. Voilà. Alors donc, comme a dit Dani, je crois que nous avons toutes les trois, en l'occurrence, nous avons toutes les trois des éléments importants, voire essentiels, à fournir aux téléspectateurs, que ce soit toi, que ce soit Dani ou moi-même. Et puis, nous allons nous donner les moyens de nous exprimer. Voilà. Merci, Jacqueline. Alors, aujourd'hui, on va continuer à explorer un petit peu, parce que le thème de l'émission, je ne pense pas vous l'avoir annoncé, c'est pourquoi nos jeunes partent-ils? Pourquoi quittent-ils le pays? Qu'est-ce qui se passe, cette sorte d'hémorragie qui s'appréhende déjà depuis les années, il y a les années Bimidum, mais voilà, c'était d'une manière un peu spécifique, où il y avait des raisons économiques, etc. Aujourd'hui, on ne sait pas trop à quel facteur vraiment imputer cette hémorragie. On sait qu'il y a la question des concours qui oblige les jeunes à partir, mais on a des incompréhensions parce que chaque année, autour de 4000 jeunes quittent le pays, un pays qui ne fait plus d'enfants. Et vous avez dû entendre ce matin aux informations que nous sommes dans en termes de mortalité, avec la Guadeloupe, nous sommes les populations les plus touchées par la mortalité. Donc, il y a donc une mortalité très forte. À côté de ça, vous avez des départs très forts. Et nous avons aussi des avortements, enfin notre jeunesse, il me semble que les effectifs sont autour de 2000, peut-être un peu plus par an, ce qui représente donc au niveau en termes de processus de repeuplement, etc. Vous voyez que nous avons des facteurs qui sont un peu pathogènes, qui agissent sur nos populations et sur le fait que celles-là ne se reproduisent pas et qu'on nous dise à longueur de journée qu'il faut créer des EHPAD et que notre population est l'une des plus vieilles de France, sinon la plus vieille. Et du coup, on habitue les gens à penser que la Martinique est vieille ou vieillissante et que c'est l'économie bleue dont il faut se préoccuper. Et on ne voit pas de vrais programmes pour la jeunesse. Aujourd'hui que les gens meurent de faim et qu'ils se nourrissent à la soupe populaire, j'entends dire que on aura, après le chèque électricité, on aura le chèque alimentation. Et vous voyez que l'État reste toujours dans sa politique de mendicité, d'entretenir chez notre population un rapport à l'État, à elle, comme une main généreuse et une main qui distribue généreusement. Mais en réalité, elle maintient nos populations dans l'idée que c'est elle qui est la main secourable, celle qui permet aux gens de survivre, alors que symboliquement, continuer à parler d'aide, d'aider, etc., au lieu de permettre à la population de s'émanciper, de prendre son envol, eh bien, c'est l'orientation qui est donnée à la politique de l'État et des institutions qui gouvernent notre région. C'est la direction, c'est vraiment aider dans le sens de aider, comme on l'a fait aussi pour l'Afrique, aider, mais en maintenant dans des formes de domination et de dépendance
dont on ne sort pas. Donc après le chèque électricité, chèque alimentation, il faudra peut-être attendre. Chaque fois que la situation se dégrade, on vient nous avancer des aides qui ne permettent pas à la population de vivre dans la dignité, mais vraiment dans l'assistanat. Donc ça, c'est une des choses que je voulais vous présenter en préambule. Mais d'abord, je vais demander à Dani si elle veut bien, parce que nous cherchons à comprendre aussi les mouvements de population, la démographie. Qu'est-ce qui explique que nos jeunes s'en vont en dehors des problèmes que nous verrons avec Madame Petitot? Alors, merci Juliette, merci pour tes gentils mots, Jacqueline. Alors, il faut peut-être... alors, nous avons des chiffres. Bon, je me permets, voilà, j'ai trouvé les éléments que je cherchais. Alors, régulièrement, la population a baissé. Donc, je donne les chiffres juste pour soutenir ce que tu disais. Alors, donc, en 2008, le taux de natalité était de 13 pour 1000 et on s'aperçoit qu'il décroît. En 2017, 9,8 pour 1000 et 2018, 9,7 pour 1000. Donc, c'est-à-dire que ça remonte un peu en 2018, mais que, en fait, le taux de renouvellement, c'est 2,07 pour 1000, je crois, pour que la population puisse se renouveler. Et nous sommes largement en dessous. Et on remarque que, par exemple, au niveau des décès, donc, attendez, je n'ai pas donné les chiffres, excusez-moi, je vais revenir sur les chiffres. Donc, quand je parlais de taux de 13,4 pour 1000 en 2008, c'était 5333 naissances. Au début des années 60, on avait à peu près 10 000 naissances par an en Martinique. Donc, le taux était quand même très élevé. On était à 5 quelques pour 1000. Donc, en 2017, 3640. Donc, et on retombait de natalité. On tombait à un taux de 9,8. Ensuite, en 2018, 3670 et on tombait à 1,89. Donc, ce taux, le taux de renouvellement, c'est 2,07. Donc, on est très loin de cela. C'est-à-dire que nous sommes en danger. Ça fait un moment qu'on dit que nous sommes en danger. Et le taux de mortalité, alors que En danger, tu veux dire de disparition? De disparition, oui. Donc, puisqu'on parle de l'équilibre entre les naissances et les décès. Donc, le taux de mortalité, donc le nombre de morts en Martinique en 2006 est de 2793. Alors, on ne calcule pas le taux. On va calculer le taux de mortalité. Je ne l'ai pas. 3217 en 2017 et 3292 en 2018, ce qui fait un taux de 8,8 pour 1000. Donc, vous avez vu la différence. Et à un moment donné, il y a une projection dans un de mes documents et on s'aperçoit qu'il y a un croisement qui se fait et que le taux de mortalité est en train de monter alors que le taux de décence est en train de baisser. C'est-à-dire que, bon, si je retrouve ma courbe... Les courbes se présentent en... Oui, si je retrouve ma courbe, c'est une projection. Donc, si je retrouve ma courbe, je vais la montrer. Donc, alors, il faut, pour comprendre cela, bon, on a des chiffres. On va parler plus particulièrement de la situation de la jeunesse. En fait, et nous allons parler aussi, à mon avis, il faudrait parler de la structure économique de la Martinique, telle que la Martinique se présente, c'est-à-dire que c'est le type d'économie qui fonctionne en Martinique depuis, et qui n'a pas changé. Je redis tout ce que j'ai déjà dit, rien n'a changé. Comme il a été là, j'ai dit oui, mais les choses sont pareilles à elles-mêmes. Voilà. Donc, ce sont autant d'aventures, de choses qu'on rejoue. On est dans la continuité. Oui, on rejoue un certain nombre de choses, on est dans une continuité. Et elle me fait remarquer très justement,
je disais qu'on tournait en rond, et elle me faisait remarquer très justement qu'on descendait d'un cran à chaque fois. Exactement, comme si vous preniez une spirale, au lieu de monter, vous êtes en train de descendre, et chaque fois que vous descendez, vous tournez, vous descendez un peu plus bas. Donc nous sommes dans le processus inverse. Voilà. Donc au lieu d'aller vers une ascendance, nous allons vers le bas. Et tourner en rond signifierait qu'on reste au même état, qu'on stagne, mais quand elle nous dit qu'on est dans une spirale, on est effectivement dans un processus descendant. Exactement. Okay. Donc, alors, Alors, il faudrait aussi qu'on parle des choix. Des choix faits en 1946. Quand on va demander l'assimilation, on ne remet pas, on a l'air de remettre en cause la société telle qu'elle existe. Mais dans ses fondements, on ne la remet pas en cause. C'est ça. Puisque, et on va s'embarquer sur une question sociale. On va essayer de régler de façon sociale le problème martiniquais. Et non politique. Voilà. Alors que le problème politique, il est là, il faut le régler. Il n'est pas réglé puisqu'on demande de l'assimilation. Donc, on fait un règlement social et on va voir, d'ailleurs, au fur et à mesure du temps que nous allons passer à débattre, que tous les organismes qui vont... Il y en a une qui rit, mais par exemple, si elle parle des politiques municipales, que les municipalités, je vais donner des détails, mais en gros, j'essaie de mettre le cadre là pour qu'on puisse avancer, qu'elles vont faire un traitement social de l'emploi. C'est un traitement social, ce n'est pas un traitement économique. En plus, c'est pas leur rôle. Pas structurel, en voilà. Donc, donc, je vais donner des éléments quand même sur la question économique. On a, au départ, avant 1946, il y a un pacte, le pacte colonial. C'est-à-dire qu'on va produire un certain nombre de spéculations. Bon, allons pas chercher, on va prendre des termes comme ça. Hein. Il y a des produits qui sortent de la colonie et qui vont vers la métropole, c'est-à-dire vers la France. La colonie, c'est nous. Et on va donc exporter du sucre, des bananes, des choses qui n'entrent pas en concurrence avec les produits de la métropole. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, à charge pour eux de raffiner, par exemple, le sucre et de nous le renvoyer. Donc, et en fait... C'est le pacte colonial. Hein, c'est le pacte colonial. La colonie ne doit pas concurrencer... Exactement. Voilà. Elle ne doit pas concurrencer la métropole. Et la métropole, par contre, va écouler ses surplus dans la colonie. Absolument. C'est-à-dire que... Oui, c'est un marché, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ils vont donner des produits fabriqués, des produits manufacturés. Bon, alors, ils vont vendre de la farine, des haricots rouges, enfin, tout ce qui est... tout ce qu'il faut pour alimenter cette colonie et empêcher, faire survivre les gens. Mais quand même, au cours de la colonisation, il y aura des crises parce qu'on va s'apercevoir que si le bateau n'arrive pas, ou bien si ça arrive pourri, la fameuse cochon, etc., la fameuse morue qui nous coûte maintenant des problèmes de santé avec l'hypertension, mais c'est lié à ça. Donc, on va voir qu'ils ne vont pas développer le secteur vivrier. Le secteur vivrier va se développer à certains moments. Mais ce ne sera pas quelque chose de fondamental. Nourrir la population, ce n'est pas quelque chose de fondamental. Non, la colonie ne sert jamais à ça. Voilà. Et c'est après l'abolition de l'esclavage qu'on va voir un certain nombre de personnes partir dans les mondes et se consacrer à une culture extrêmement ingrate et mettre en place donc, des gens. D'ailleurs, pendant le temps de l'esclavage, vous vous rappelez que le maître donnait, il était obligé de donner, pour éviter les fins, un lopin de terre, voilà. Donc, un jardin. Et quand arrive donc la départementalisation, bon, mais rien ne va changer. C'est-à-dire que c'est toujours des cultures d'exportation qui seront, pendant des années, au moment de la crise en 58-59, la Cannes, parce que cette crise, de toutes les façons, quand il y a crise, il faut se dire que la métropole, donc la France, va trouver d'autres sources d'approvisionnement qui vont lui revenir moins cher. Ça a été le cas de l'ananas.
L'ananas a disparu, la culture d'ananas a disparu parce qu'ils ont trouvé moins cher ailleurs. Donc voilà, en Côte d'Ivoire, donc il y a eu le relais de la banane, etc. Donc, et ensuite, on va s'apercevoir, donc, et à ce moment-là, va gonfler. Donc, vous avez une disparition des choses, du travail, une disparition. Donc, ça va modifier les conditions d'exploitation, mais à aucun moment, ne sera remis en cause cette structure coloniale. Absolument. Où on va s'apercevoir que même si on déverse, même s'il y a une augmentation des revenus, tout de suite va se substituer à cette économie, disons, en fait non, je le dis substituer, non. On va voir arriver des administrations, on va mettre en place un certain nombre d'administrations, donc on aura déjà, c'est là le début. Le système bureaucratique prend un peu le relais. Voilà, exactement. Et c'est là qu'on va voir l'afflux de personnes venant d'administrateurs venant de France pour administrer, puisque c'est eux qui vont occuper les têtes de direction. Alors tout ce qui est cadre supérieur, cadre moyen, ils le prennent, vous allez trouver 1-2 cadres moyens originaires, et puis en bas, c'est-à-dire les gens de salaire cadre C, cadre B, vous allez trouver que ce sont des gens d'ici. Les locaux, dit-on. Oui, voilà, exactement. Tu prends la structure de toutes les administrations qu'on a mises en place à ce moment-là, et tu remarques que c'est comme ça que c'est. Donc, et ensuite, on va continuer tranquillement à importer, et cette fois-là, donc alors je vais dire leur nom, les Békés, il faut que les Martiniquais, quels qu'ils soient, mettent dans leur tête que les Békés, c'est le bras armé de la France. Faut pas c'est pas la peine de faire une différence entre un Béké qui est mauvais et puis un État qui est bon. C'est tous les deux qui pas bon. Puisque celui-là est au service de celui-là et réciproquement. Bien sûr. Donc, et voilà une société donc on va importer et toujours au bénéfice des mêmes. C'est-à-dire que le pacte colonial n'a pas changé. Toute l'alimentation n'a pas changé. Et même si vous entendez 2 ou 3 politiques qui vous parlent de l'autosuffisance alimentaire, eh bien, c'est pas dans ce cadre-là que nous allons organiser l'autosuffisance alimentaire. Voilà, donc je m'arrête ici. Oui. Je vais faire, c'est très important, donc vous voyez ce rappel de la structure, parce que nos problèmes ne sont pas conjoncturels, vous l'avez compris, le conjoncturel s'ajoute au structurel. Et ce à quoi l'État colonial qui a institué son pacte colonial ne déroge pas, c'est justement à sa structure. Ça veut dire que l'économie est bien restée la même, ceux qui gèrent cette économie subventionnée, parce que vous savez bien que si nous avons une composante de la population qui tient tellement à cette économie subventionnée, c'est parce que c'est elle qui en est bénéficiaire, c'est elle qui pollue les terres, c'est elle qui crée, j'allais dire, les conditions du non-développement de la Martinique. Vous savez bien que en 2022, ou même dans les années avant, on ne peut pas vivre dans une société où la population, les professions se développent différemment, où on a besoin d'autres secteurs de compétences et où on empêche la population d'embrasser ces professions nouvelles. Et on vous dit, les compétences ne sont pas sur place, elles sont là-bas. Ils sont 60 et quelques millions, nous sommes une poignée de gens, eh bien on vient nous imposer des cadres, et puis même moins que ça. Ce ne sont pas tous cadres, ceux qui s'occupent, j'allais dire, de nous. Eh bien, ces personnes-là sont censées avoir une légitimité, c'est-à-dire d'arriver chez nous, nous diriger sans nous connaître et voir notre population accepter cette condition. Parce qu'il faut se poser la question sur la nature de notre élite, parce que c'est très, très frappant de se dire que des personnes qui ont un sentiment du soi, qui donnent l'impression d'être très investis de savoir, de pouvoir, et d'entendre des gens, y compris des intellectuels pseudo ou vrais, relayer les discours dominants et ne pas du tout s'inquiéter du sort de la population, parce que c'est bien de cela que nous vous parlerons. Donc la question de la structure, elle est là, puisque vous voyez,
on ne touche pas aujourd'hui qu'on reproche justement à cette société ces inégalités, qu'on reproche à l'État et puis aux institutions locales de ne pas s'occuper d'une population qui a de plus en plus, qui est dans la précarité et qui meurt de faim. En tout cas, il y a beaucoup de gens, on sait aujourd'hui, qui ne font même pas un repas par jour. Eh bien, qu'est-ce que l'État propose ? Peut-être avec les conseils de nos élus. Moi, je ne sais pas quoi penser. C'est une aide, c'est-à-dire un chèque alimentation, comme on fait un chèque électricité, vous voyez. Donc, ce que je vous disais au début, c'est ça. On reste dans cette vision qu'on va aider. Donc, on fait du saupoudrage, on prend des mesures cosmétiques, on empêche le pays de se développer, on permet à ceux qui profitent du système tel qu'il est là de s'engraisser, de couvrir le pays de supermarchés et de dire que, soi-disant, on va former des gens. L'université, qui est en fait une formation de BTS, excusez-moi, puisque j'ai compris qu'il ne faut pas qu'on ait des cadres trop importants, eh bien, est chargée de former les petits cadres qui exercent leurs fonctions dans les supermarchés. Voilà l'avenir qu'on prévoit, enfin la grandiosité de ce qui est prévu pour notre peuple, qu'il accepte quand les gens veulent rester chez eux. Sinon, même quand ils sont des petits cadres dans les supermarchés, je vous assure qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre leur salaire et ceux des Français. Vous n'avez qu'à discuter avec les gens qui ont des collègues français, posez-leur les bonnes questions, essayez de comprendre. Et puis, avant de vous mettre, de vous barder de certitudes, comme cette dame qui avait dit, de ne pas s'en prendre à monsieur untel parce que c'est lui qui lui donne à manger. Donc, vous voyez, nous sommes dans le ventre. Et Césaire nous avait prévenu, entre le ventre et l'esprit, ils choisiront le ventre. Mais avons-nous, les nôtres qui sont dans ces choix, ont-ils le choix? Est-ce qu'on va un jour sortir de la mendicité, de la faim et de ces gens qui, sans vergogne, sans complexe, s'assiedent sur nos têtes et nous imposent leurs mesures avec la complicité de nos élus et de nos vrais faux intellectuels? Voilà ce que je voulais vous dire. Tout à l'heure, je reviens sur ce que nous avons vu dernièrement avec Mireille, et qui nous parlait donc dans son article comment l'État a contribué à transformer les Antilles en une dynamite. Maintenant, il y avait un volet jeunesse que nous n'avions pas eu le temps d'aborder, mais je vous remercie d'avoir accordé tellement d'importance à cette émission et je remercie Mireille de nous avoir fait don de son texte qui nous a permis à beaucoup de gens de comprendre dans quoi nous sommes exactement. Et le volet jeunesse, nous allons le traiter parce que Mireille n'a pas pu être là, mais nous la saluons et lui demandons, elle a d'autres choses à nous dire, espérons qu'elle viendra encore nous parler de ses expériences et de ses écrits autour de ces problématiques qui nous touchent vraiment frontalement, puisque nous sommes aujourd'hui, c'est un processus. Ce processus nous marque la dégradation de notre pays, de notre population. Et puis, voilà, au point qu'on nous avait dit qu'une population dont la mortalité est plus élevée que la natalité est une population en voie d'extinction. Mais je vous ai déjà expliqué, nous n'allons pas disparaître la nouvelle carapace, la nouvelle coquille, la nouvelle peau, celle qui fait qu'on retrouve dans les mutations. Eh bien, voilà, elle est déjà en place, puisque vous allez voir, dans les stratégies de l'État, il y a une volonté de remplacer notre population et l'État n'est pas du tout gêné. Donc si vous ne savez pas vous défendre et si vous ne comprenez pas dans quoi on est pour protéger je ne sais quels intérêts qui ne sont même pas inscrits dans la durée, parce que vous n'avez rien à transmettre à vos enfants. Si vous ne comprenez pas ça, donc nous sommes dans de beaux draps. Et comme je l'ai déjà signalé, n'allez pas dire que nous n'avons pas tiré la sonnette d'alarme. Voilà. Maintenant, je vais passer la parole à Madame Petitot, Jacqueline, qui fait aussi un gros travail sur le terrain, qui n'arrête pas d'attirer l'attention de la population à travers des écrits aussi, des publications sur ce qui se passe dans l'éducation nationale. Je vais la laisser donc vous l'expliquer. D'accord. Alors donc, il se trouve que
2022, c'est 10 ans après 2012, et qu'en 2012, il s'est produit un événement considérable, à savoir dans le domaine de l'éducation qui est absolument fondamentale, hein, parce qu'il s'agit de notre jeunesse, hein, de la maternelle à l'université. Eh bien, il s'est constitué un front commun de l'éducation qui rassemblait la quasi-totalité des organisations syndicales et de parents d'élèves de notre pays Martinique. SMPE-CGTM, CSTM, SNETA-FO, UGTM, UNSA Éducation, FSU, UPEM, FCPE. Alors il se trouve que ce front commun n'est pas, disons, tombé du ciel, hein. Il est très 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 difficile de réaliser l'unité dans notre pays. La division fait rage pour toutes sortes de raisons. En tout cas, le résultat, voulu ou non, est un maintien du statu quo complètement mortifère, hein, un statu quo qui nous tue. Et personnellement, avec toute une série d'autres camarades, nous nous battions depuis 30 ans, parce que je suis arrivé en Martinique en 1978, après avoir obtenu un concours de l'éducation en France, en 78-79, et depuis, au niveau du sud de la Martinique, hein, j'étais au Collège du Marin et ensuite après au lycée Montgérald, eh bien nous nous sommes battus pour réaliser l'unité entre les personnels, toutes catégories, parce qu'il y a parfois une certaine tendance à considérer qu'il y a une espèce d'aristocratie, les professeurs certifiés, agrégés, les agents et compagnie, les personnels, toutes catégories, et les parents d'élèves. Et quand je suis passé du collège au lycée, alors, et également les lycéens. Et cette unité-là, eh bien, nous l'avons réalisée au niveau du sud de la Martinique, où nous avons constitué un comité de liaison parents personnels du secteur sud. Et nous avons obtenu toute une série d'acquis, mais enfin, je passe là-dessus. Et nous avons toujours voulu faire en sorte que cette unité-là, eh bien, se développe à l'échelle de la Martinique, mais on s'est toujours heurté au blocage des sommets des organisations. Et puis, en 2008, il y a eu constitution d'un premier front commun de l'éducation, mais surtout en 2012, donc après, vous voyez, vous calculez bien, entre 1978-79 et puis 2012, hein, eh bien oui, ça fait donc 30 ans, hein, voilà, de combat. Eh bien, ce front commun s'est mis en place. Le premier coordonnateur en a été M. Jocelyn Présent du syndicat SNETA-FO, et puis ensuite, ça a été moi-même. Et nous avons interpellé les différentes autorités ensemble par une lettre ouverte dont je vais vous lire de larges extraits et qui a été adressée à M. François Hollande, président de la République française. Il venait d'être élu, c'était 2012. M. Vincent Payon, ministre de l'Éducation nationale. Mme Georges Paul-Angevin, ministre délégué chargé de la réussite éducative. M. Victorin Lurel, ministre des Outre-mer. Et à Mesdames et Messieurs les élus de Martinique, Mesdames et Messieurs les candidats aux élections législatives. Parce qu'on était dans une configuration analogue à celle de 2022, eh bien, avec à la fois des élections présidentielles qui venaient d'avoir lieu et des élections législatives qui devaient avoir lieu. Donc on se trouvait, vous voyez, dans le même créneau hein, dans lequel nous nous trouvons maintenant. Alors, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus de Martinique, Mesdames et Messieurs les candidats aux élections législatives, l'ensemble des organisations syndicales du système éducatif et des associations de parents d'élèves de Martinique se sont rassemblés en front commun de l'éducation afin de 1. Porter un coup d'arrêt aux suppressions de postes dans l'académie. 2. Stopper en particulier les suppressions de postes des personnels administratifs. 3.
mettre fin aux suppressions de classes prévues pour la prochaine rentrée scolaire. 4. Arrêter l'hémorragie des mutations forcées hors de Martinique de tous les néo-titulaires et des stagiaires lauréats au concours d'enseignement. Le saut qualitatif dans ce que nous considérons comme une véritable déportation des nouveaux diplômés fait suite à la suppression par le précédent gouvernement de la notion d'originaire conquise de très haute lutte au début des années 1980 et de son remplacement par celle de centre d'intérêt matériels et moraux, CIMM. Cette mesure, entrée en application cette année, a déjà pour conséquence inédite la non-satisfaction des vœux de retour en Martinique de toutes les victimes précédentes de mutations forcées et semble devoir condamner les actuels déportés à un éloignement définitif. Alors là, après, il y a tout un développement sur le désastre de la situation de notre académie. Voilà. Est-ce que ça serait possible qu'on s'arrête, puisque notre, oui, bien sûr. Notre problématique, c'est vraiment... oui, tout à fait. Parce que là, justement, je voulais indiquer après notre position face à l'argument récurrent du rectorat de baisse de toboggan démographique. Voilà. Parce que là, qui nous met vraiment au cœur du sujet. Donc, je disais que je passe sur l'énumération... Donc ça, c'est pour expliquer pourquoi on ferme des écoles. Mais pas encore pourquoi on déporte notre jeunesse, c'est ça? Oui. Le toboggan démographique, c'est la... Oui, tout à fait. Alors donc... c'est voilà. La glissade, oui. Oui, tout à fait. Alors donc, notre position face... Ce sur quoi je voudrais surtout insister, c'est qu'il faut se dire que à ce moment-là, cette argumentation... d'accord, et a été celle de la totalité des organisations. Et nous nous retrouvons dans une situation qui est infiniment plus catastrophique. Des organisations de l'éducation nationale. Oui, des organisations, voilà, et puis soutenues d'ailleurs pour certaines par leur centrale, comme l'UGTM et puis la CSTM par exemple. Alors notre position face à l'argument récurrent du rectorat de baisse, voire de toboggan démographique. Nous n'ignorons pas que les suppressions de postes sont le produit direct d'une politique résolue des gouvernements précédents, basée sur des critères purement comptables dictés par la fameuse Troïka, Fonds monétaire international, FMI, Banque centrale européenne, BCE, et Union européenne, UE, ayant conduit la Grèce à la catastrophe qu'on sait. Nous connaissons tous la prime à la casse proportionnelle au nombre de suppressions de postes, de classes, voire d'établissements entiers, attribué par le gouvernement précédent au recteur pour la mise en application de cette politique. Nous pensons également que face à l'état des lieux ci-dessus évoqué, conséquence de notre situation historique, il n'est pas possible, sauf à vouloir perpétuer ou aggraver ces errements, d'appliquer à notre académie les mêmes critères et ratios académiques aux académies de l'Hexagone. La réussite éducative passe pour nous par l'attribution à une Martinique socialement et éducativement sinistrée de moyens nécessaires pour remonter la pente et pour adapter le système éducatif et l'enseignement à notre réalité caribéenne. Nous estimons que l'inquiétante baisse démographique est le produit d'une politique délibérée depuis la création du BUMIDOM, Bureau de migration des DOM, des années 60, visant à vider notre pays de ses forces vives, et que la mobilité, maître mot du rectorat aujourd'hui, en est le parachèvement par la fuite organisée de nos jeunes diplômés qualifiés. Une récente analyse de l'Institut national des études démographiques consacrée à l'étude de l'insertion professionnelle des jeunes ultramarins, DOM ou métropole, a abouti à la conclusion d'une, alors je cite, forte sélection des populations qui s'opèrent à l'occasion de ces migrations et dont la métropole semble tirer le plus de profit au détriment des DOM. Il s'agit même d'une double sélection, au départ et au retour. Ne s'installent durablement dans l'Hexagone que les mieux armés pour s'insérer sur le marché du travail, tandis que les autres, moins qualifiés ou moins directement employables, se replient plus ou moins rapidement dans leur DOM d'origine, alimentant un taux de chômage déjà très élevé. Ces mouvements de jeunes adultes pour études ou pour la recherche d'emploi ont donc un impact important à long terme sur le marché de l'emploi local, sur les perspectives de développement de ces départements et sur leur cohésion sociale. Fin de citation.
Voilà. Et la lettre ouverte se termine, enfin continue. C'est avec une profonde amertume que les professeurs de lycée professionnels nous ont appris que tous les jeunes lauréats au baccalauréat professionnel sont systématiquement démarchés pour aller travailler hors de Martinique. Dans le même temps, les Martiniquais assistent depuis plusieurs décennies à la venue organisée d'originaires de France et d'Europe, notamment dans l'éducation nationale et dans des disciplines parfois non déficitaires. C'est ce double phénomène, départ organisé des uns, arrivée organisée des autres, qui met Césaire à nommer génocide par substitution. D'accord. Alors, c'est bien. Pour nos amis qui regardent l'émission et qui peut-être se perdent un peu dans ce vocabulaire administratif, est-ce que, en 2 mots, vous pourriez leur dire quel est le problème à la base? Quel est le problème à la base? Même si on comprend le texte, mais à la base, il s'agit de quoi? Il s'agit bien, puisqu'on parle des jeunes, comment on peut le résumer de manière simple? Nous avons des publics de tous les niveaux. Oui, bien sûr. Alors, disons que le problème extrêmement grave, c'est que nous assistons à un véritable, disons, blanchiment de l'encadrement de notre système éducatif. Alors qui avait pris une forme assez violente à la fin des années 70. Alors donc ceux de notre génération, peut-être moins jeunes, se souviennent peut-être qu'il y avait eu au lycée de Trinité en Martinique une véritable marée blanche. Et il y avait là des enseignants comme Garcin Malsa et d'autres, c'est-à-dire des gens qui se revendiquaient de la nation martiniquaise, qui se sont complètement insurgés contre ce phénomène. Et il y a eu des grèves, il y a eu des mobilisations extrêmement fortes, et un mot d'ordre, disons, donc, pour stopper cette arrivée massive qui était véritablement en train de noyer complètement le personnel, disons, martiniquais. Et l'organisation syndicale majoritaire à l'époque, qui était, disons, de la FEN et le SNES, Syndicat national des enseignants du secondaire, a été amené à reprendre donc cette revendication, et toute cette mobilisation a imposé au ministère la mise sur pied d'une bonification, d'accord, c'est-à-dire quand on demande une mutation, quand on a réussi au concours, on fait des vœux, donc pour rester, pour partir, etc. Alors donc, ceux qui ont été désignés sous le nom de originaires, les originaires ont obtenu une bonification qui, à l'époque, se montait à 600 points, et qui servait de garde-fou, d'accord, voilà, pour permettre le maintien sur place de ceux qui avaient réussi au concours, qui permettait à ceux qui étaient en France, s'ils voulaient revenir, de pouvoir bénéficier donc de cette bonification, voilà. Et cette bonification a été obtenue, et ça, il faut qu'on le comprenne très bien, a été obtenue au nom du fait que nous étions des originaires. Mais la notion d'originaire est indissolublement liée, n'est-ce pas Juliette, n'est-ce pas Dany, à la notion de peuple. Oui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Constitution française elle-même, qui est ce qu'elle est, Constitution bonapartiste, etc., il y avait jusqu'à mars 2003, nous étions considérés, les habitants de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, comme des peuples. Et la notion de peuple n'est pas seulement un mot, c'est une notion juridique qui fait que si on est un peuple, on a droit ipso facto à son autodétermination. On est qualitativement différent du peuple du pays colonisateur. Donc il y avait peuple martiniquais, peuple guadeloupéen, peuple guyanais, peuple réunionnais. Et c'est sur cette base-là qu'on était constitutionnellement considérés comme des originaires.
C'est ça. Et il faut aussi bien comprendre, c'est important pour notre peuple, que c'est cette notion d'originaire reliée à la notion de peuple qui est la base des congés bonifiés. D'accord? C'est parce que on est un originaire d'un peuple, eh bien, que le combat pour les congés bonifiés donc, a pu être couronné de succès. Mais vous savez, pour pouvoir venir en congé bonifié, eh bien, il faut prouver à l'époque, on a ses origines. Voilà. Mais il s'est produit quelque chose en mars 2003. La France a opéré un changement constitutionnel pour s'aligner sur l'Europe des régions. Et c'est dans ce cadre-là que les fameux articles 73 et 74, qui ont été soumis à référendum, ont été élaborés. Et hier, beaucoup de nos téléspectateurs ont peut-être suivi l'émission politique, disons, sur Martinique, la première, qui faisait se confronter Daniel Marie-Sainte et Philippe Petit dans le cadre des prochaines élections législatives. Et Daniel Marie-Sainte disait ce que Marie-Jeanne répète, disons, à l'envi, à savoir que le député Marie-Jeanne a contribué à l'élaboration, disons, de ces articles, et puis a permis que nous tranchions là-dessus par voie de référendum. Il a considéré que le référendum est un acquis, disons, du député Marie-Jeanne. Mais attention, ni en bagaille que il n'y a pas qu'à 10 pièces. Et puis d'autres camarades, nous avons trouvé ça quasiment criminel de passer ça sous silence. C'est que cela s'est fait au prix de notre transformation de peuple en population fondue, phagocytée, avalée par le peuple français. Tu te rappelles du débat entre Darcière et puis Francis Carole? Oui, c'est ça, c'était sur la question de la nation. Non, c'était la question de savoir si on était un peuple ou une population. Oui. Et c'était on était déjà en plein moratoire. Oui, et il fallait absolument baisser sa culotte. Oui. Et voilà que des gens qui parlaient de nation martiniquaise, de peuple martiniquais, ils se sont déshabillés pour dire... C'est la population. C'est une population, mais c'est extrêmement grave. Et parce qu'on peut dire... Il y a encore des gens pour nous dire que les gens qui sont en place et qui ont été en place ont fait du bien à la Martinique. Mais on voit qu'à mesure qu'on avance depuis le moratoire et autre chose, à mesure qu'on avance, nos élus, non seulement ils sont démunis, mais j'ai l'impression que il y a un problème de compréhension réellement de ce que sont ces institutions et de leur implication sur nos destinées. Je suis tout à fait d'accord. Quand tu parles d'implication, alors voyons donc une conséquence dramatique pour nous, cette notion. À partir du moment où nous sommes population et où nous ne sommes plus peuple. La notion d'originaire est devenue anticonstitutionnelle. Et à l'époque, quand j'étais militante syndicale, malheureusement je suis restée très longtemps dans le syndicat français, le SNES, mais enfin passons. Et alors donc je me souviens que c'est un syndicat dans lequel il y a un droit de tendance, et j'étais dans un courant de ce syndicat qui était pour l'autodétermination quand même de la Martinique. Alors nous avions un des responsables du syndicat français avait lu un de nos textes à ce sujet. Et il a dit, oui, les camarades ont tout à fait raison, parce que, comme la notion de peuple est devenue anticonstitutionnelle, il y a des Français qui ont porté plainte sur le fait qu'il y avait discrimination entre le traitement qui était donné à nos compatriotes, et avec la bonification, et eux. Et finalement, ce qui a été tranché, c'était que c'était en effet anticonstitutionnel. Et chers téléspectateurs, c'est ainsi que cette notion d'originaire a été remplacée par celle, plus compatible avec la Constitution nouvelle, de centre d'intérêt matériel et moraux. Mais centre d'intérêt matériel et moraux, eh bien, s'applique à tout le monde, sans distinction. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on avance, on se départit
de tout ce qui nous protège. C'est comme Mais si, oui, c'est comme si on se jetait dans une espèce de C'est-à-dire gouffre. comme si ton identité, c'était un habit. C'est négociable. Non, c'est un habit, et oui. au fur et à mesure, alors tu On te enlèves... l'arrache. Voilà, On tu te enlèves, l'arrache. tu enlèves le haut, après tu enlèves le bas, et puis au fur et à mesure, tu enlèves... Autotonie. Voilà, Autotonie. exactement. Alors, chers amis, moi, ce que je veux, vous comprenez Et puis le... sinon, non, je voulais signaler aussi que Oui. ça remet en cause les congés bonifiés. Parce qu'on Absolument. voit qu'il Mais y a ils sont toute en une train. série de Oui, mais- réformes oui. Ils sont en train de- qui vident complètement les congés bonifiés Absolument. de leur enfin, disons, de leur Légitimité, de leur substance. substance. Mais il faut dire, mais si on est plus originaire, eh bien, et si on est une population fondue dans le peuple français, il n'y a aucune raison pour que les congés bonifiés existent. Oui, et Donc, c'est ce ils que sont nous menacés. disent, c'est Alors, ce que nous pour disent les cela- chefs d'État. Tout à fait. C'est pour Mais cela oui, que mais- nous devons dire que la lutte contre le génocide par substitution et la lutte déjà pour notre reconnaissance comme peuple et pour notre autodétermination, c'est complètement indissociable. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si tous les grands combats pour pouvoir nous sauvegarder nos intérêts sont faits par des organisations nationales martiniquaises ou bien nationales C'est guadeloupéennes. En Guadeloupe, c'est autour de l'UGTG. Alors- Donc, voilà. Et puis ici en Martinique, prenons par exemple le cas de l'intersyndical de la santé. Comme par hasard, eh bien, c'est surtout une organisation martiniquaise, l'UGTM Santé. On voit que Serge Haribo, il est dans une organisation nationale martiniquaise et puis il est le potomitan de ce combat avec les camarades de l'USAM qui sont aussi particulièrement persécutés. Alors donc, voilà, tout ça pour Tout dire ce que qui est- renoncer à notre qualité de peuple, à notre droit à l'autodétermination, c'est renoncer, eh bien, à... J'allais dire à notre suivi, c'est un véritable suicide. Oui, mais est-ce que, voilà, la question qui se pose, c'est est-ce que nos élus ont une formation, une compréhension très fine des enjeux, des décisions qu'ils aident l'État français à prendre. Parce que je sais aussi qu'il y a le mot racisme qui a été supprimé de la Constitution, Bon, comme ça, c'est si, baïnique. et à mesure, donc le toutouni là, c'est les vêtements... Ça ne fait pas de... Non, mais Ça ne mange pas de pain. c'est la même décision qui nous dit qui arrive à nous transformer en population, en populace même. Et c'est celle-là qui nous dit qu'il faut supprimer le mot race de la Constitution. Et ce qu'on voit, en fait, c'est la vision fusionniste, assimilationniste, écrasionniste de nos représentants. Oui. Et ils trouvent le moyen de présenter ça en argument qui valorise leur action politique. On a l'impression que leur mission, c'est de livrer leur peuple phagocyté entre les mains d'un État qui n'a pas pitié. Je voudrais dire deux petits mots, mais vas-y, Dani. Oui, c'est-à-dire que là-dessus, on revient encore à l'histoire sur la question de l'assimilation. Qui a revendiqué l'assimilation? Oui. Ce sont les hommes de couleur libre qui étaient les fers de lance. Oui. Qui s'est appuyé sur les masses populaires pour mettre cela en place? Ce n'était pas les intérêts des masses populaires. Par contre, c'était l'intérêt d'une petite bourgeoisie naissante et d'une moyenne bourgeoisie naissante. Qui a piégé Césaire, d'ailleurs, dans ce projet-là. Oui, et quand vous continuez sur cette même lancée-là, vous allez voir que finalement, en Martinique, compte tenu des réactions de certain nombre à propos des derniers événements électoraux qui se sont déroulés en Martinique, comment on a fustigé les jeunes, parce qu'il faut qu'on revienne sur la situation des jeunes, comment on a fustigé les jeunes, pour moi on a parlé de violence, alors que le peuple martiniquais, notamment ceux qui sont aux deux extrémités, les jeunes et les gens très âgés, ce sont eux les premières victimes de cette extraordinaire violence contre ce peuple qui est menacé de disparition, qui est en train de disparaître. Mais si la jeunesse est impactée, oui. Il faut savoir que, je vais reprendre ce proverbe-là, Adam la rivière, roche qui en soleil, par connaître, boulet, roche qui en l'eau. Mais pourtant, la rivière, c'est une seule unité. La Martinique, c'est une seule unité. Et on va comprendre, quand je vais donner ces chiffres-là, que concernant la différence entre les budgets des gens aisés, d'une certaine petite bourgeoisie et le reste de la population,
attendez, je vais vous dire ça. Voilà. 20% des ménages les plus aisés ont un niveau de dépenses 2,4 fois plus élevé que les 20% des ménages les plus modestes. Quand vous savez que les ménages les plus modestes, c'est les jeunes, c'est les gens très âgés. Qui n'ont pas de retraite. Qui n'ont pas de retraite. Qui vivent de minima sociaux. Donc on a une petite et quand classe. vous savez qu'il y a, en général, ce sont les familles monoparentales qui souffrent le plus de cette situation-là. Donc vous avez quand même une image, vous avez quand même à l'intérieur d'une même... d'une même entité, d'une même société. Voilà, exactement. Voilà. Vous avez une différence considérable. Il y a la grande bourgeoisie, c'est son système, c'est elle qui l'organise, depuis la France, avec la France. Oui. C'est l'État qui l'organise et c'est elle qui gère et qui met les choses en place. Vous avez une moyenne bourgeoisie qui tire profit de cette situation. Les grosses miettes. Et une petite bourgeoisie, ceux qui sont en train d'acheter les Porsche, les Sicilies, les miettes de miettes, oui. Voilà. Et vous avez une petite bourgeoisie qui est bien placée. Vous irez la chercher vers Chercheurs, vers Fort-de-France. Dans un certain nombre de quartiers, même dans les communes aussi, vous allez en trouver un petit peu partout. Et qui tire profit de cette situation. Voilà. Et qui, je redis les chiffres, quand même, c'est 2,4 fois plus élevé que 20% des ménages les plus modestes. Et c'est 20% des ménages plus aisés. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez 2 fois, si vous touchez 3 000 euros divisé par 2,4, vous saurez combien Titine va toucher. Ouais. Donc, la situation est quand même grave. Alors, en ce qui concerne ce que savent les élus ou ce que ne savent pas les élus, je n'ai pas le document là, je ne l'ai pas porté. Tout ce que je dis là, c'est récupérable sur Internet. Ce sont des chiffres qui sont donnés par l'INED ou par l'INSEE. Donc, ce sont des choses... alors, est-ce qu'il faudrait nuancer? Oui, peut-être. Parce qu'ils donnent des chiffres sur la pauvreté et il y a des gens qui disent non, la pauvreté, c'est beaucoup plus élevé. Donc, mais on peut aller chercher ça. C'est un temps, si vous savez lire, etc. Par contre, j'ai trouvé un document, un rapport, commandé à une institution française, comme si on n'a pas suffisamment de sociologues en Martinique, comme si on n'a pas suffisamment de gens qui savent lire, écrire, compter, réfléchir et faire des conclusions. Comment ça s'appelle? Le syndicat des maires, là, comment ça s'appelle encore? Oui, le syndicat des maires de France. L'association des maires de la Martinique a commandé une étude sur le vieillissement de la population. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Attends, zut. C'est tout ce que tu trouves à faire. C'est ça seulement qui t'intéresse. Mais ils accompagnent l'idée qu'on vieillit. Oui, c'est ça. Alors que l'idée qu'ils devraient accompagner, c'est notre disparition, c'est pas le vieillissement. Mais ça, c'est l'optique de la France. Maintenant, pour rester sur les jeunes, moi, je retiens de ce qu'a dit Madame Petitot le fait de la déportation. Si vous voulez, chaque fois que les gens ont des concours, donc ils n'ont plus cette sorte de protection qui était les 600 points qui faisaient qu'ils pouvaient rester sur place. Non, il y a toujours, mais ça peut être attribué aussi à d'autres. Excusez-moi, je donne un petit élément supplémentaire. Oui, parce que il y a une étude récente, alors donc a montré que en matière de concours, dans le secondaire, 80% en France des enseignants contractuels qui réussissent au concours demeurent dans leur académie d'origine. Et ici, c'est exactement l'envers. Donc, il y a une volonté politique délibérée de déportation. De déportation. Voilà. Alors, donc, vous voyez, puisque nous parlions des jeunes, pourquoi nos jeunes s'en vont-ils? Vous avez des éléments de réponse là, c'est très clair. Tous ceux qui veulent devenir fonctionnaires de l'État sont soumis au dictat aussi de ces décisions. Donc, il y a beaucoup de gens en Martinique qui disent « Ouais, mais ils passent des concours, ils doivent accepter les contraintes. » Le problème, c'est que c'est cette idée que nous sommes une continuité de la France.
qui est introduite aussi par ces décisions politiques, ces changements de statut, parce qu'en fait, on sort de peuple pour devenir population, et ça nous fond dans la grosse masse de France, de population française. Plus de 60 millions de Français, 67 millions. 67 millions. Donc on est complètement dilué, et en dehors de la politique du métissage qui est menée pour que les gens fusionnent avec les Blancs, etc., vous avez cette politique aussi de dilution de la petite goutte d'eau que nous représentons dans l'océan français et qui est organisée par nos élus en collaboration avec la France. Ça, c'est une chose. Il y a beaucoup de sirènes qui chantent cette chanson-là à l'oreille des nôtres. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, Feu de Jam de Tous Créoles était invité par Guy Etienne sur Martinique la Première, une émission, je pense, de 13 heures ou un magazine. Et donc, les questions, c'était, Monsieur de Jam expliquait, Feu de Jam expliquait qu'il n'y aura pas de place pour tous les jeunes à la Martinique. Il faut qu'ils sachent qu'ils vont devoir partir. Et Guy Etienne était dans cette mouvance-là d'expliquer, oui, de poser des questions, de faire que le monsieur renforce ses explications et qu'il dise il faut que les jeunes s'en aillent. À l'université, j'ai trouvé une jeune femme qui m'a expliqué que au début de chaque année universitaire, pendant au moins 30 minutes, il y a un enseignant ou des enseignants qui font des discours longs comme ça, qui vraiment démolissent les gamins et qui leur expliquent qu'il faudra, ici, il n'y a pas de place pour eux. C'est à l'université des Antilles, Guyane à l'époque, et maintenant Antilles. Maintenant, sur la question de cette incitation au départ, donc les jeunes, parce qu'on se demande pourquoi ils veulent partir comme ça, on a l'impression qu'ils sont habités par une sorte de... Les enfants sont travaillés, manipulés, pour penser qu'il faut que la Martinique ne peut pas les recevoir. En plus, ceux qui partent et à qui on demanderait de revenir pensent qu'il n'y a pas de salaire en Martinique. Alors que les Blancs qui arrivent ici s'enrichissent, mais vraiment en un tournement, tellement, justement, les meilleurs salaires leur sont réservés. Avec l'organisation de ce monde du travail un peu colonial, vous avez ce que nous disait Mireille la semaine dernière. Vous vous rappelez, on vous a présenté un article écrit par Mireille Pierre-Louis qui s'appelle « Comment l'État a contribué à transformer les Antilles en dynamique ». Eh bien, dans cette partie de son analyse, que nous n'avions pas eu le temps de vous présenter, elle parle de la jeunesse antillaise qui est laissée pour compte. Donc, vous avez un taux d'illettrisme qui est de plus en plus élevé parce que le système n'est pas adapté. Et vous avez des jeunes qui sont récupérés par leur RSMA qui leur dit que c'est grâce à eux qu'ils peuvent revenir dans le monde, un peu de l'intégration, en apprenant des métiers au RSMA. Il y a énormément de jeunes qui sont recrutés par cette institution. Tous les maires de toutes les communes donnent un coup de main pour que les jeunes soient pris en main par le RSMA. Au RSMA, il y a la façade et il y a l'arrière. La Troisième Guerre mondiale qui se prépare là, c'est avec nos jeunes qui sont envoyés sur les fronts. Ne croyez pas que parce qu'on ne vous en parle pas, que nos jeunes ne sont pas envoyés sur les fronts. D'accord ? Donc nous savons, il y en a qui expliquent quand même un peu les situations qu'ils vivent. Il y en a qui peuvent rester au pays, peut-être travailler, mais le RSMA, c'est une organisation militaire, une institution militaire. Je ne comprends pas pourquoi nous en sommes arrivés dans notre société laïque à confier l'éducation de nos enfants à l'armée et à penser que c'est là que se trouve la solution et à voir autant de jeunes largués par le système de l'éducation nationale parce que les programmes ne sont pas adaptés et puis pour un tas de raisons de déculturation, ils sont récupérés par des gens qui ont probablement intérêt à Et sans vouloir t'interrompre, Juliette, quand tu parles de l'éducation, oui. On a mis en place dans les établissements scolaires des référents défense
Ouais. Il y a des référents défense qui pratiquent justement ce recrutement avec c'est ça, donc avec l'armée, qui coopèrent avec l'armée. Il y a des référents défense. Mais toutes les mairies aussi en ont mais dans les établissements scolaires, là voilà, c'est devenu quelque chose d'accepté. Alors ce qu'elle disait, c'était que la jeunesse antillaise migre vers l'Hexagone, en particulier vers la région parisienne, qui serait un bassin d'emploi. Mais même là, les gamins sont bloqués parce que, voilà, tous n'ont pas le même bagage et pas les mêmes possibilités de s'employer. En plus, j'ai beaucoup travaillé sur les discriminations. Dans mon dernier ouvrage, vous allez voir l'impact du racisme sur l'estime de soi des Noirs. Vous allez trouver beaucoup d'éléments sur l'impossibilité qu'ils ont de s'intégrer. Vous avez, donc, aux Antilles, par contre, il n'y a ni emploi pour les Antillais, entre guillemets, ni solidarité nationale, ni solidarité locale. Reste la solidarité familiale qui s'effrite, les flambées de violence ou encore, etc. Le RSMA, pour gérer l'échec et dont la montée en puissance, donc 70 ans après, etc., se vérifie sur le terrain. L'autre élément qu'elle avance, c'est le marché de l'emploi se restreint, point de suspension, pour les Antillais. En effet, alors que l'on constate un exode massif des Antillais à la recherche d'un emploi vers l'Hexagone, à l'inverse, on observe un afflux massif de métropolitains vers les Antilles qui trouvent du travail, en particulier dans les organismes d'État et dans le privé, et de plus en plus dans le tourisme. Vous comprenez pourquoi on met si fort l'accent sur le développement du tourisme, parce que les meilleurs emplois et la masse des emplois sont véritablement occupés par cette population qui est qui bénéficie soi-disant de cette nouvelle, cette proposition qui serait cette activité, je ne sais même pas comment on l'appelle, qui serait donc l'espoir de la Martinique, puisque après avoir démantelé tous les pays arabes et tout le reste, il faut des lieux de tourisme et de vacances et de farniente à ces messieurs de la métropole. Et donc, il reste les dernières colonies de la France où les gens viennent, se comportent vraiment en maîtres, parce que dans les télés, dans les médias, on les a préparés à penser que ces régions sont peuplées de Blancs, appartiennent aux Blancs, et en dehors du fait qu'ils appartiennent à la France en tant que colonie, on supprime de plus en plus cette réalité coloniale et on y met une sorte de continuité. Donc vous voyez bien, on est dans tout ce qui se fait dans une sorte de grande passerelle, d'ouverture, de grande passerelle à tous les niveaux, l'administration, le politique, le privé, les populations, les peuples, etc. Tout ça, ça se dilue dans un seul magma, sauf que les seuls qui n'y voient pas clair, ce sont les nôtres. Donc, vous voyez, ce qu'elle dénonce, c'est le fait que, le marché de l'emploi se restreint pour les nôtres, mais il est très ouvert. En plus, vous savez, Dany avait dit la dernière fois que l'essentiel des entreprises qui fonctionnent en Martinique sont tenues par des hexagonaux, et donc comme ils ont probablement des problèmes de langue, de culture, etc., et qui sont toujours mieux entre eux, ils forment des ghettos, eh bien vous voyez, ils embauchent beaucoup plus facilement des personnes de leur race. Parce que je dis à M. Marie-Jeanne, vous voyez, ça ne suffit pas de supprimer le mot dans la Constitution, il faut essayer de le supprimer aussi dans les pratiques. Et dans les pratiques, vous n'y avez pas accès, parce que vous ne commandez pas. Vous ne commandez pas la France. Nous, ce qu'on sait faire, c'est écrire, aider à écrire. Mais quand il s'agit d'impacter notre réalité, nous sommes dans l'impuissance la plus totale. Merci. Et comme nous sommes persuadés d'avoir du pouvoir, eh bien, nous aidons les autres à nous écraser, à faire passer le rouleau compresseur pour nous aplatir complètement. Et après, nous allons dire à nos électeurs que, voilà, vous voyez, j'ai fait beaucoup de bien. Non. Vous prenez les électeurs pour des couillons, et je trouve ça très dommageable, y compris pour votre propre réputation. Donc sur cette question-là, j'en termine pour dire qu'il y a, au-delà de ce qui se fait institutionnellement, une volonté de diluer les populations des colonies qui sont embarrassantes, de les faire perdre leurs repères, leur faire perdre leurs repères, et de céder
des textes de loi, de droit, etc., de faire que les nôtres, parce que de tout temps, la France a fait ça, elle a impliqué les gens des pays qu'elle colonisait dans ses projets, et après elle s'est mise en retrait et elle a dit c'est pas moi, c'est eux. Donc les personnes à condamner, ce sont celles-là qui sont véritablement de proximité, les personnes qui nous touchent en tout premier lieu et d'ailleurs que nous accusons. Et nous le ferons de toute façon parce elles ont une part de responsabilité dans ce qui arrive. Le problème, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de nous? Est-ce qu'il y a une forme de désamour si puissant en vous que vous ne sentez pas qu'il faut protéger votre peuple? À quoi sert-il? Sinon, pour ramasser les quelques pécules qu'on vous donne, à quoi sert-il de vouloir nous représenter si votre objectif, c'est de aider à notre destruction? Moi, j'ai envie de comprendre parce que personne au monde, aucun peuple ne fonctionne comme ça. Je dis peuple parce que nous considérons que nous le sommes, même si vous avez aidé à nous classer dans la catégorie des populations, voire des populaces. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire sur cette partie que Mireille nous a livrée. Oui, mais c'est-à-dire que dans le texte de Mireille, Mireille parle des atteintes portées par l'État au budget des communes. Mais là aussi, nous sommes toujours dans... C'est pour ça qu'elle explique que pourquoi nous a transformé en dynamite, puisqu'on va empêcher... aux communes de jouer justement la fonction sociale du traitement du chômage ou du non-emploi. Je me rappelle qu'à l'époque, il y a quelques dizaines d'années, il existait les fonds chômage. Et pour faire face à cette situation sociale, puisque je vais donner les chiffres pour qu'on puisse bien asseoir tout cela. Les municipalités géraient les fonds chômage, le conseil général aussi, et ça permettait d'employer les gens, d'employer des pères et des mères de famille. Et on a vu dans les années 80, ou même un peu plus, le partage du travail dans les communes. C'est-à-dire qu'il y avait ils employaient des gens, mais une semaine sur deux. C'est-à-dire que la personne avait un petit revenu. Il y avait une alternance. Il y avait, même au moment de la crise du transport, quand les gens ont commencé à acheter des voitures, là aussi, on voit comment c'est organisé. C'est pas pour... si on n'est pas capable d'organiser le transport ici, c'est pas par hasard, parce qu'il y a des complices là-dedans. Oui, c'est intérêt. Et y compris des maires qui sont complices de ça. Ils ont refusé d'organiser les transports chez eux en disant que c'est pas moi, c'est l'autre. Donc, alors, et même quand on est arrivé à unifier la question des transports, à trouver une seule personne qui dirigeait les transports, on a trouvé d'autres subterfuges pour foutre les bâtons dans les roues et les victimes, dans les roues, et les victimes, ça sont les Martiniquais. Mais tu parlais des contrats aidés, en fait. Il y avait aussi tous les contrats aidés, tous ces trucs-là, toute cette organisation-là qui va arriver par la suite. Donc, tous les contrats aidés, toutes les formes de contrats aidés qu'on a connues. Et ça, c'est un traitement social du chômage. Du chômage, oui. Alors qu'il ne s'agit pas de mettre en place un traitement social, puisque ce traitement social a échoué. Alors, par exemple, développer l'emploi, mais ce qu'on propose, c'est le développement du tourisme comme bassin d'emploi. Oui, mais comme bassin d'emploi. Mais ce n'est pas pour nous, les nôtres, non, essentiellement. Parce que ceux qui vont venir et qui auront les moyens, à qui les banques d'ici vont faire un boulevard, ce sont toujours les mêmes. Et on s'aperçoit que quand on va on se rappelle, il y a quelques années, qu'il y avait un petit restaurant traditionnel dans tel endroit, et quand on arrive, on est très étonné de voir que ce n'est des gens plus... de l'Hexagone, voilà. Effectivement. Ce sont des gens extérieurs à Martinique qui sont venus, qui ont acquis d'une façon ou d'une autre ces choses-là. Donc, alors, concernant l'école, moi, je vais vous dire qu'il y a non seulement le phénomène dont parle Jacqueline, dont tu parles aussi, mais tu as la fabrication d'une mentalité d'émigrés. Alors,
déjà, pourquoi? Parce que l'école est excentrée, elle est tournée vers la France et on t'apprend tout ce que... Donc, tu es habitué, tu connais ces mots-là, tu connais ces noms-là, tu connais ces oui-là, sans compter qu'il y a 2 ou 3 couillons qui viennent et puis qui te font un truc en chanteur alors qu'ils sont en train de manger la vache enragée de l'autre côté et ils viennent te faire croire que... On n'a qu'à lire... Qu'ils roulent sur l'or, oui. Oui, on n'a qu'à lire Le Temps des Madras ou bien Les Tailles Noires de Madame Ega et on saura tout ça. On a la possibilité d'avoir des documents. Et je me rappelle que j'avais des élèves, j'avais une section de moyens à la maternelle à Trinité en 78. Et j'aurais pas le temps de raconter toute l'histoire. Oui. Et là, je demande à mes élèves, mais finalement, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? Eh bien, pratiquement tous les élèves me disaient, et quand je serai grand, je ne vais pas rentrer en France. Oui, mais et ça se passe en 78. Hein. Et ils le disent encore. Oui, c'est ça. Donc, alors, je voudrais revenir sur la question de l'emploi. Ça n'a jamais changé depuis des années. Depuis des années, et tout le monde le sait, et si les gens ne veulent pas le savoir, ils n'ont qu'à aller consulter les documents. Il y en a. Alors, par exemple, dans un document de l'INED rédigé par Claude Valentin-Marie, on voit que le nombre, moins d'un actif sur 2 est en emploi. Et c'est une constante depuis plusieurs décennies. C'est-à-dire que cela tourne entre... En 98, bon, ils estiment à 46,5% d'actifs. Et au fur et à mesure, ça a l'air de monter. Donc, pour la moitié des actifs, l'emploi ne remplit pas son rôle d'intégration sociale et de protection contre la pauvreté. Et ce sont les jeunes qui sont de loin les plus touchés. Alors, je peux donner d'autres chiffres. Hein. Alors, je peux donner des chiffres. Hein. Donc, mais on le sait. Regarde, 20% des jeunes de 15 à 24 ans sont sans emploi et ne participent ni à l'éducation, ni à la formation. C'est-à-dire qu'ils sont là et qu'ils n'ont rien à faire. Oui, ils sont sous les abris plus. Voilà, laisse-moi dire, quand tu as, pour certaines tranches d'âge, 16-25 ans, 62% des jeunes, c'est très parlant, qui sont au chômage. Oui. On se représente déjà la tranche d'âge, donc l'échec scolaire, l'illettrisme, etc., tous ces éléments-là. Les gamins sortent encore plus, moins formés que quand ils entrent dans ces écoles. Et je me rappelle que, je ne sais pas si c'était pour la Guadeloupe, on avançait le chiffre de 1500 enfants qui sortent chaque année de l'école en situation d'illettrisme pratiquement. Oui. Et chez nous, c'était autour de 1300. Oui, bon, c'est ça. On n'a plus beaucoup de temps. J'aimerais vous entendre. Tu as un échec. Tu as un échec total. Monumental, oui. Non seulement, tu as quand même un nombre considérable d'enfants qui sont en difficulté en lecture en 2016. Absolument. Donc, c'est pas loin de nous. Et puis les 10 qui se développent considérablement, les dyslectiques. Oui, alors la part des jeunes illettrés en 2016, c'était 22,5%. Tu vois, c'est des trucs en pourcentage. Donc, un jeune en Martinique, c'est quelqu'un qui est pauvre. Alors, tu as 40% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Oui, donc, parmi eux, ce sont les jeunes. Oui. On va trouver les femmes. Et ceux qui travaillent, alors tu vas les trouver en CDD. Alors, j'ai les chiffres des CDD. Bon, on n'aura peut-être pas le temps de les donner. Non, parce que je préfère entendre vos analyses, parce qu'on va devoir conclure. Oui. Il nous reste combien de temps? Très peu. Alors, on a commencé à moins donc, 10. il faut... Alors, donc, je disais que le profil des jeunes, ce sont ceux qui sont sans emploi, ils sont pauvres, et c'est eux qui sont les premières victimes. Donc, quand ils occupent un emploi, ils sont ou bien dans l'intérim, ou dans les contrats à durée déterminée. Donc, ils sont extrêmement dans la précarité. Ils sont dans la précarité. Et voilà tout ce qu'on propose aux jeunes Martiniquais. Et ce que les maires de beaucoup de communes ont fait, c'est de porter plainte, alors qu'ils ne portent pas plainte contre le fait que l'État laisse les jeunes dépérir comme ça.
ben, ils ont porté plainte pour quelques statues qui sont tombées, qui ont été c'est une position de classe. C'est une position de classe. Donc moi, je voulais qu'on revienne là-dessus. La question de la jeunesse, vous voyez, elle ne peut pas s'appréhender en dehors du contexte social. C'est ça qui est important. Si vous voulez comprendre pourquoi tant que vous n'aurez pas changé le système économique, c'est-à-dire ce qui est structurel, vous ne changerez pas la situation des classes. Et les classes qui profitent de la situation que nous avons actuellement, ce sont les classes dominantes, les classes qui dépendent des dominantes, et puis celles qui sont les relais de la France dans ces pays et qui bénéficient de titres, de voyages à l'évirer gratuitement, etc., et de certaines décorations, puisque notre élite est formée à être d'une bonne engeance littéraire, qui parle bien, qui écrit, qui invente, qui parcourt le monde entier parce que ça fait bien, et d'être dans des grands salons, mais le peuple qui prend du fer, excusez-moi, eh bien, non seulement ils n'ont pas les outils pour les aider, mais en plus, c'est pas leur souci, puisque dans les classes, les mentalités qui s'expriment sont des mentalités d'un égoïsme, d'un individualisme incroyable, cultivés par le système en place. Comme depuis l'Afrique, vous avez dit nègre van nègre, on est ça. Moi, je ne vois pas la différence entre éventuellement des nègres d'Afrique qui nous auraient vendus et ceux avec lesquels l'État français fraye et qui sont ses meilleurs collaborateurs dans la désespérance, l'espèce de privation de tout confort moral et de tout espoir, parce que la souffrance de notre peuple, elle est dans ça. Donc je vous laisse à toutes les deux un mot de fin, puisqu'il faut qu'on termine. Oui, alors, donc, moi ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut porter l'information. Nous faisons un travail d'information, nous apportons un certain nombre d'informations aux jeunes, mais ou à la population, mais il faut continuer à porter cette information. Il faut arriver à contrecarrer le discours dominant, c'est-à-dire le discours de l'État. Idéologique, oui. C'est un discours, et le discours de ces relais ici. Il faut absolument que les jeunes se rendent compte qu'il y a une violence qui est faite à ce peuple, et notamment à la jeunesse, puisque c'est elle qui est qui subit la plus forte situation de précarité. C'est elle qui subit donc le non-emploi, c'est elle qui subit la pauvreté, c'est elle qui, finalement, après être restée 2 années, 3 années sans travailler, au chômage, sur le compte de ses parents, en vivant un petit peu d'expédient, en faisant un petit job par-ci, un petit job par-là, parce qu'on voit qu'ils sont dominants dans les CDD, finalement, de guerre lasse, ils ont résisté, et finalement, ils s'en vont. Et des fois, ils ont déjà créé une famille. Ils n'ont pas encore 30 ans, mais ils ont déjà 2 enfants, 3 enfants, et ils partent. Mais ceux qui restent se livrent aussi donc à la prostitution, etc., puisqu'il n'y a pas de moyens de survie. Il n'y a pas de choses. Et donc, ils sont victimes du système éducatif, donc je ne vois pas comment... Quelle issue? Voilà, je ne vois pas l'issue si on ne mobilise pas cette population, si on ne mobilise pas cette jeunesse, si on ne comprend pas, quand elle se révolte, ce qu'elle dit et ce qu'elle a à dire. Il faut sortir de ces égoïsmes de classe, de ces égoïsmes personnels, ou parce que vous allez prendre l'avion, etc. Et puis, il faut arrêter avec ces histoires de mendicité, de voyage pour tous, de je ne sais pas trop quoi encore. Ce n'est pas là la situation, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est changer les structures, changer le système. Mater tabla, ouais, il y a les écoles de tabla, et bien, on va remettre les 4 pattes. Si les autres ne comprennent pas ça, si nous ne comprenons pas ça, eh bien, ce n'est pas la peine. On y finit les on est en fait de criminels de laisser mourir notre société. Mais absolument. Ce n'est pas par hasard qu'il y a un certain nombre de personnes qui ouvrent la bouche, alors que ça fait 20 ans, 40 qu'elles auraient dû ouvrir la bouche pour dénoncer la situation de la Martinique. On va passer la parole. Merci, Dany. Moi, je pense que l'essentiel est dit, vous avez compris. Jacqueline, voilà. Oui, alors, oui.
Eh bien, disons que nous sommes dans une situation, dans une espèce de carrefour. Et alors, donc, soit on se laisse mourir, ou bien soit on résiste, hein, c'est-à-dire que l'heure est véritablement à la résistance. Et disons que quand j'ai parlé de cet anniversaire de 2012, alors avec toute une série de camarades, hein, disons, et de jeunes, etc., de la maternelle à l'université, avec les parents d'élèves, eh bien, nous sommes en train de réactiver un regroupement ensemble pour défendre l'école Matinique. Et nous considérons que nous avons un devoir d'héritage, de transmission, pour pouvoir combattre. Hein, parce que les combats de nos aînés, notamment hein, pour obtenir cette fameuse bonification sur la base de la notion d'originaire, eh bien, il faut la remettre à l'ordre du jour. Et si on arrive à obtenir une victoire sur ce secteur, ne serait-ce que pour empêcher que partent en France les nouveaux lauréats, eh bien, ce sera un point d'appui concret qui va servir de catalyseur pour les différents combats, pour vivre et travailler au pays. Oui, et bien comprendre les problématiques de classe, puisque pour la question de la bonification, ce sont les ouvriers qui ont aidé la petite bourgeoisie à obtenir ces 40%, qui, elle, n'a jamais eu l'idée d'aider les petits à avoir ces 40%. C'est pour ça que les ouvriers n'ont pas de 40% à la Martinique. Alors, je vous remercie d'avoir été là, de nous avoir prêté attention. Si vous voulez peut-être avoir des sources, demandez-les à la rédaction. Et puis, Dany a recensé un certain nombre de documents. Moi-même, j'en ai. On vous les conseillera. Il y a un monsieur qui a écrit un livre il y a très, très longtemps, les années 70, qui s'appelle France Bode et qui parlait déjà de notre disparition. Je pense après avoir entendu Césaire parler de génocide. Voilà, je remets l'antenne. Je vous souhaite de passer de beaux moments, mais surtout, l'heure est grave. Ouvrez-y les autres. Allons essayer de sauver ce qui est encore à sauver, parce que nous sommes dans une espèce de déferlement de problèmes qui font que beaucoup d'entre nous abandonnent la lutte, parce que pour eux, il n'y a pas de solution. Mais c'est nous qui allons quand même, en résistant, faire qu'il y aura peut-être un embryon de société martiniquaise qui survivra. Je vous remercie, puis je vous dis une très bonne après-midi ou une très bonne soirée. À bientôt.